Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review des deux premiers épisodes de Top Chef, donc de cette saison 15, 15e saison de Top Chef. Ça fait peur quand on y pense parce que j'ai été déjà là à la première. On va parler aujourd'hui des deux premiers épisodes. Je vais essayer de faire une review qui soit assez efficace, qui va pas trop perdre son temps parce que, je vais pas vous mentir, c'est extrêmement difficile de faire la review, surtout du premier épisode. Le deuxième, c'est quand même beaucoup plus digeste. Mais là, vous avez, je sais combien, on a eu peut-être 15 ou 16 candidats en un peu moins de 2 heures. Enfin, un peu plus de 2 heures, pardon. J'enlève les pubs, etc. Et donc, on a vu beaucoup de gens. Et je pense que ça rendra la review, enfin ça rendrait, pardon, si je m'intéressais à tout le monde, et si je reviens sur tout le monde, etc., ça rendrait la review un peu incompréhensible, etc. Donc on va aller vraiment sur l'essentiel, un petit peu ce que j'ai pensé de ces épisodes, ce que j'ai pensé des choix, ce que j'ai pensé du nouveau concept aussi, parce qu'il y a eu un nouveau concept cette saison. Donc ça, on va rentrer dans le détail un petit peu au fur et à mesure. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, d'ailleurs si elle vous plaît, à la commenter, parce que c'est une vidéo que je sors un peu après, mais je ne pouvais pas la sortir cette semaine, c'était vraiment trop compliqué, donc je la sors dès que je peux, donc je la sors aujourd'hui. Alors, cette année, il n'y aura pas une brigade par chef, il y aura 2 brigades. 3 chefs hommes, 3 chefs femmes. Et à l'intérieur de ces brigades, vous stockez des gens. Déjà, truc que j'avais pas totalement encadré, totalement compris dans la promotion, moi j'avais compris qu'il y avait une équipe filles et une équipe garçons, mais en fait non. Il y a les chefs qui sont rassemblés, c'est-à-dire les 3 chefs femmes, les 3 chefs hommes, mais à l'intérieur, ça reste dans les mêmes configurations que d'habitude, c'est-à-dire qu'ils ont pu faire leur marché comme d'habitude. Donc ça ne change strictement rien. Est-ce que c'est un mal pour un bien? Je peux difficilement répondre à cette question maintenant. Vous le savez, je ne suis pas le plus grand fan d'Hélène Darroze, hein, je n'aime pas du tout. Alors le fait que sa présence ait été diluée dans un ensemble de 3 autres, puisque, en fait, enfin de 3, puisqu'il est désormais dans sa brigade, il y a 2 autres chefs, dont une que je trouve qui est une excellente pioche, mais même la deuxième est une excellente pioche, eh bien j'estime que c'est un mal pour un bien. Par contre, paradoxalement, du côté des garçons, du côté des 3, Philippe Etchebest est toujours extrêmement présent, très visible, et puis il a une grosse personnalité. Et je dirais que Paul Perret a plutôt trouvé sa place dans ce truc-là, et ça marche bien. Et peut-être que celui qui peut-être passe un peu à côté pour le moment de sa saison sans être non plus une catastrophe, c'est Glenn Viel. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas très fans de Glenn Viel, et je pense que là, pour le moment, c'est pas non plus la masterclass. Parce que il est quand même moins en présence par rapport à d'autres. Alors attention, moi, c'est parce que j'adore Paul Perret, et j'aime beaucoup Glenn Viel d'ailleurs, j'adore Philippe Etchebest, évidemment. Hélène Darroze, c'est pas ma tasse de thé. Mais donc ce qui fait que c'est peut-être celui qui pâtira le plus de cette nouvelle formule, c'est peut-être Glenn Viel, paradoxalement. Hélène Darroze, mais c'est peut-être pour notre plus grand plaisir. Alors, donc dans la première brigade, donc vous avez, donc dans la brigade, donc Paul Perret, Glenn Viel, Paul Perret, et de l'autre côté, donc qui sont, voilà, Hélène Darroze, Dominique Crème, qui était déjà venu dans Top Chef, pardon, qui ne m'avait pas laissé non plus un souvenir impérissable. Je l'avais trouvé sympathique, son petit accent et tout, parce que c'est une chef française, mais qui vit aux États-Unis, donc forcément, elle a quand même bien l'accent aujourd'hui. Et Stéphanie Lequelec. Alors, Stéphanie Lequelec, je vais le dire tout de suite. Alors, pour info, j'ai vu dans les commentaires, il y a plein de gens qui m'ont dit du positif de Dominique Crème, qui m'ont dit qu'elle était géniale, que c'était la super bonne pioche, bravo, félicitations. J'ai envie de dire, évidemment, avec la concurrence avec Hélène Darroze, tout paraît mieux, mais bon, ça c'est mon point de vue. Mais je pense qu'on n'a pas assez dit, ou en tout cas, moi je ne l'ai pas assez vu. Donc je vais dire les termes, je vais le dire maintenant. Stéphanie Lequelec, c'est magnifique. Stéphanie Lequelec, c'est génial. Stéphanie Lequelec, c'est la bonne pioche. Elle est hyper précise. Parce que dans Top Chef, ok, ils font un peu le show, font le machin, mais aussi, ça a toujours été une qualité des chefs qu'ils ont chopés, depuis toujours, quand t'avais les Thierry Marx, etc., Jean-François Piège, c'est pas des mecs qui faisaient que le show. C'était des mecs qui étaient des pointures de leur domaine, qui te disent des trucs au cordeau, quoi. Et d'ailleurs, ça se voit dans les choix aussi des chefs qui choisissent. Des chefs qui font venir dans l'émission, etc. Enfin, vraiment, ils choisissent quand même la crème de la crème d'une certaine manière. Et ben là, elle, je trouve que dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle raconte, c'est formidable. Elle fait le show en plus. Elle fait le show. Elle a la légitimité parce que c'est une chef étoilée. Et en plus, elle a fait l'émission. Donc c'est très cool. C'est une candidate qui pourtant à l'époque était pas du tout aussi divertissante que ce qu'elle est là. Donc je pense qu'aussi elle pousse un peu sa nature parce qu'à l'époque c'était plutôt rigueur, ça l'est toujours aujourd'hui, mais pas du tout de ce profil-là. Et c'est là qu'on voit qu'aussi que le fait qu'elle ait fait de la télé, parce qu'ils l'ont pas lancé comme ça tout de suite.
Comme Philippe, un peu d'ailleurs, ils avaient lancé dans Top Chef, pour ceux qui se souviennent, ils venaient ponctuellement une fois par an pour faire une émission un peu, enfin une épreuve, pardon, spéciale meilleur ouvrier de France, blablabla. Ok, ça c'était super. Parce que moi j'adore Philippe Etchebest, mais quand ils se sont dit, franchement c'est une bonne pioche, et en plus on va le mettre dans Cauchemar en cuisine, bah on va commencer à mettre des trucs hyper cool. C'est-à-dire que dans Cauchemar en cuisine, bah on va en plus le mettre dans Top Chef, on va le mettre dans Cauchemar à l'hôtel, on va le mettre dans Objectif Top Chef, bref, on va faire une galaxie de programmes autour de Philippe Etchebest. Moi je trouve que c'est une excellente idée. Mais donc, Jean-François Piège d'ailleurs a été recyclé aussi sur le meilleur pâtissier, puisque bah, il est excellent donc il fallait pas s'en priver. Et dans Top Chef, donc là ils sont revenus avec une nouvelle mouture. Je pense que ça ne change rien de toute façon, mais en tout cas moi personnellement je trouve qu'on voit énormément Stéphanie Lequelec, ou alors c'est moi qui fabule. Mais en tout cas, je suis très content que Stéphanie Lequelec se soit imposée dans le programme. Alors, on apprend également que Pierre Gagnère, c'est pour ça que j'ai attendu cet épisode 2 pour faire la review, Pierre Gagnère donc remplace Hélène Darroze dans la brigade cachée. Je dirais ce que j'en pense tout à l'heure. Parce que dans le premier épisode, évidemment, on n'avait pas encore Pierre Gagnère, qui est apparu seulement au deuxième épisode. J'en reparlerai tout à l'heure. Ensuite, alors, on a eu plein d'épreuves, donc il y en a eu 3. On a eu une épreuve sur l'œuf. Deuxième épreuve sur la poire, troisième épreuve sur la carotte. C'était donc des épreuves assez simplistes dans le sujet. C'est toujours le cas si vous regardez bien la première épreuve de Top Chef qui est un peu pour les tester, etc. Qui est une épreuve, déjà, bon, il y a un truc qui doit interpeller tout le monde, c'est que c'est pas à l'aveugle. Top Chef, c'est quand même le moment où tu élimines, où tu fais tes choix, normalement c'est à l'aveugle. Là, c'est pas à l'aveugle, puisque évidemment ils choisissent, ils vont voir ce qu'ils préparent, ils regardent, ils savent donc quel chef, quel candidat a préparé ce truc-là, et donc forcément, bah, s'ils ont envie d'en garder un plutôt qu'un autre, parce que celui-ci ce serait plutôt cool de l'avoir dans la brigade, parce que ça peut être showman, parce que ça peut être machin, parce que ça peut être truc, je dis pas que ça joue, mais forcément ça a quand même un impact majeur. Alors, il y a une fille, Shirley, qui avait participé à Objectif Top Chef il y a 6 ans. Alors moi je regarde pas Objectif Top Chef, donc je regarde pas Objectif Top Chef, pardon, donc ça n'a pas attisé ma curiosité plus outre mesure, mais je pense que ceux qui regardaient le programme, ils devaient peut-être être contents de l'avoir, surtout de se dire il y a eu une évolution. Là, elle revient pas comme rookie qui serait sortie d'Objectif Top Chef, non, elle vient comme une chef qui a passé les castings et qui arrive avec sa légitimité et tout, et je trouve que ça, il y a quelque chose, il y a une narration derrière qui peut être super, je sais pas si ça marchera, mais en tout cas c'est intéressant. Alors, il va y avoir un moment un peu marrant avec Paul Perret qui va entendre, donc parce qu'il travaille sur l'œuf dans le premier truc, il va entendre, au lieu de l'œuf rôti, il va entendre le frottis, donc ça va le faire rire, etc. Et c'était plutôt marrant. Et ce qu'on va avoir, donc, c'est que on va avoir la mécanique. Tout le monde va cuisiner, ensuite les chefs peuvent choisir, si j'en choisis la même personne, ça se retourne et c'est le candidat qui choisit, et ensuite on retourne. Ce que j'ai trouvé excellent dans la mécanique et qui était possible uniquement avec cette nouvelle mouture, c'est que vu que tu avais un chef qui était avec les candidats et qui lui allait choisir. C'est-à-dire qu'ils ont changé de... Vu qu'il y a eu 3 rounds, ils ont changé à chaque round de chef. Donc par exemple, dans le premier, vous aviez Paul Perret non, c'était Hélène Darroze, pardon, et Glenn Vielle, excusez-moi. Voilà, Hélène Darroze et Glenn Vielle. Après, derrière, on a eu Philippe Etchebest et Dominique Crène. Et enfin, dernier, on a eu Lequelec. Et j'espère que je ne me trompe pas. Ça doit être donc Paul Perret, je suppose, je présume. Bref, ma mémoire me joue peut-être des tours, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, bon, c'est pas très grave, c'est pas l'important. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez, en fait, c'est ce qui était malin, ce qui était la bonne idée, vraiment le truc où il y avait vraiment la bonne piste, en fait. Là où ils ont trouvé la bonne piste, c'est que il y avait les autres chefs qui regardaient ce qui se passe, qui pouvaient goûter, etc., mais qui n'avaient pas la possibilité de consulter le chef restant. Et donc ils espéraient qu'ils choisissent un tel plutôt qu'un tel, et donc ça pouvait décevoir, ils pouvaient pas être d'accord, etc. Et je trouve que cette mécanique était très bonne. Ça a apporté beaucoup de liens au programme, ça fait que il n'y avait pas forcément trop de... Je vais pas dire que d'habitude on s'ennuie, mais c'est juste que là, bah, vu que les thématiques sont pas extraordinaires, j'ai déjà dit, mais Top Chef, je trouve que là où on s'éclate vraiment, c'est quand ils les sortent de leur zone de confort. On l'a vu sur l'épisode 2, moi j'ai trouvé que l'épisode 2 était vraiment bien meilleur par rapport au premier. Mais le premier, c'est parce qu'en fait, il est indigeste, le premier. C'est ça la vérité, c'est qu'il y a trop de trop. Voilà. Bon, c'est mon avis. Hein. Mais bon, j'ai adoré par exemple l'idée qu'il y en a un qui a voulu travailler l'œuf comme une viande, etc. Bah, c'était vraiment super, il y avait plein de bonnes idées. Donc, chacun va pouvoir choisir. Celui qui semble le plus se tirer son épingle du jeu de ce début de concours, c'est Jorik, qui va être choisi tout de suite et qui va intégrer la team de Hélène Darroze.
Ensuite, on va avoir donc Shirley qui va intégrer la team d'Hélène Darroze, Pierre et Lise qui vont intégrer la team de Glenviel. Là, honnêtement, ça sert à rien que je vous mette les photos et autres, etc. On en fera plus précisément parce qu'en fait, je trouve que, honnêtement, là, pour le moment, je découvre les candidats. J'apprends à les connaître, mais je trouve pas qu'on ait vraiment des évidences. Pour moi, celui qui m'a le plus marqué dans cette partie-là, c'est Jorik, pour le moment. Ensuite, sur le thème de la poire, alors on va apprendre donc que Valentin, candidat, a survécu à un cancer. Voilà, c'est vrai que le portrait est assez touchant. Voilà, je suis assez content évidemment parce qu'il va intégrer le jeu, donc je suis assez content. Et on a un certain Paul-Henri. Alors lui, Paul-Henri, c'est le candidat un peu marrant, un peu sympa. Voilà, il parle de Popol, il parle du zizi, il parle de trucs, etc. On va pas se mentir, ça ressemble à du Norbert Tarrer, sans, je trouve, le talent qu'avait Norbert Tarrer, voilà, de mon côté. C'était sympathique, mais c'était pas non plus extraordinaire. Il va y avoir donc une candidate qui s'appelle Marie, qui est super fan de Philippe Etchebest et qui a envie de le rencontrer. Donc un peu mission accomplie, puisque c'est Philippe Etchebest enfin, Philippe Etchebest n'est pas en présence et elle va le faire venir, etc. Bon bref, peu importe, mais c'était sympathique. Valentin va intégrer la brigade de Dominique Crène. Clotaire, ça m'a fait sourire parce que c'est un nom qui n'est pas courant, mais qui était courant dans les rois de France à une certaine époque. Si jamais vous en avez jamais entendu parler, c'est que vous ne connaissez pas la magnifique histoire des royaumes de France de notre cher pays. Paul Perret, Pavel, brigade de Dominique Crène, et j'ai dû en oublier un, mais ce n'est pas très grave. Peut-être Paul-Henri d'ailleurs, qui a dû intégrer la brigade de Paul Perret, je suppose. Bon bref, peu importe, mais ce n'est peut-être pas... non, c'est pas lui, puisque Paul-Henri, il est à l'épreuve éliminatoire. Donc je sais pas, bon bref, peu importe, mais c'est pas très grave. L'épreuve de carotte. Celui qui va vraiment, voilà, qu'on va voir, c'est Brian, qui est vraiment le comique de service, etc. Quentin, il va avoir beaucoup de choix, tout le monde va vouloir, etc. Très bien. Philippe Etchebest choisit Brian, le comique, et je pense pas qu'il le choisisse parce qu'il cuisine bien, c'est qu'il le choisit parce qu'il se dit que ça peut être sympa, etc. Le show télé, mais je suis pas certain que ce soit vraiment parce que c'était le meilleur. D'ailleurs, parce que les autres chefs sont pas du tout convaincus, et ça donnera un peu de drama à l'épisode 2. Enfin, en tout cas, ça donnera de l'intérêt à cette brigade. Et Arnaud qui va intégrer la brigade de Lequelec. Ensuite, 23h37, j'ai noté parce que c'est précis, épreuve éliminatoire sur le thème du rouget. Donc c'était Paul-Henri contre Inès, contre Pierre Pascal, contre Thibaut. Il y avait vraiment 4 candidats. Paul-Henri sera le premier qualifié de la brigade solitaire. Pierre Pascal est le dernier qualifié de l'épisode. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça ne sert à rien. J'ai probablement d'ailleurs raté mes notes parce que je le vois bien là que je fais n'importe quoi dans ce que je vous dis parce qu'en fait, ça n'a aucun intérêt. Mais vraiment, ça n'a aucun intérêt. Ils mettent trop de gens. Il y a trop de candidats. D'ailleurs, ils ont décidé à l'épisode 2 d'en mettre que la moitié. Ça va avoir son handicap parce que ça fait qu'il y a des candidats qu'on va avoir qu'une semaine sur deux. Donc pour s'attacher, c'est pas terrible. C'était déjà le cas l'année dernière, j'avais déjà fait la remarque que c'était pas terrible. Mais il y a trop de candidats. En fait, il y a trop de candidats. Et dans la première mouture de Top Chef, ce qui était bien, c'est que dans la première épreuve, il y avait tous les candidats. Et ensuite, hop, voilà, il y en avait beaucoup, il y en avait quelques-uns qui se qualifiaient. Ensuite, il y avait 2, et puis hop, on emmenait tout de suite en duel final. Et ça a amené à l'épreuve de la dernière chance. Donc voilà. Et ça faisait que, ok, ceux qu'on voyait peu, eh ben, il y en avait certains, bah oui, ok, très bien, ils finissent par se faire éliminer, c'est pas très grave. Mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats. C'est compliqué, je trouve, de s'intégrer, vraiment de prendre plaisir avec eux. Mais on verra ce que ça donne. En tout cas, on va voir l'épisode 2 qui m'a beaucoup plus convaincu, mais parce que justement, il y avait moins de candidats. Mais je suppose bien, quand on va arriver à l'épisode 4, je vais dire, ah, l'épisode 2, on s'en souvient plus, etc. Ça, c'est vraiment un handicap pour le programme. Épisode 2 de Top Chef, alors là, on arrive donc, ils vont prendre qu'une partie du casting, qui devra s'opposer au premier candidat de la brigade solitaire qui, lui, peut intégrer le concours ou pas. Bon, bref. C'était le thème du trompe-palais. Alors, j'ai adoré. J'ai adoré. C'était trop bien. C'était parfait. Parce que vu qu'ils n'étaient pas trop nombreux, on a eu le temps de s'intéresser un petit peu à chacun. On a eu le temps de prendre notre temps. On a eu le temps d'aller voir leurs plats, etc. Et j'ai adoré l'épreuve. Super sujet. Alors les sujets de trompe-l'œil, tout ça, etc. Souvent c'est des excellents sujets, on va pas se mentir. Mais là c'était particulièrement le cas. Donc, celui qui gagne fait gagner toute sa brigade. C'est-à-dire que c'est une épreuve individuelle, mais dans lequel, même si tout le monde fait des plats dégueulasses et que toi tu fais ton meilleur plat, eh ben tous les autres seront qualifiés automatiquement. Ça amène donc qu'il y a beaucoup de qualifiés d'un coup et je pense que c'est la bonne mécanique. Sinon après tu as trop de plats, trop de choses, il faut en qualifier beaucoup. Là ils sont trop nombreux, donc à chaque tour il faut en qualifier pas mal pour que
il reste pas tant de candidats que ça à la fin, parce que sinon ça va faire trop. Donc là, c'était plutôt un bon choix. J'ai adoré le plat de carpaccio de pastèque, mais qui ressemblait à du bœuf, mais on m'a dit que c'était du bœuf, c'était incroyable. Le plat d'un candidat, parce que c'était le plat donc, du chef Adouriz qui était présenté, hein, évidemment. Et vous avez donc le steak au poivre d'aubergine. Incroyable. Ah mais j'étais comme ça, je faisais waouh, mais c'est trop beau. On avait vraiment l'impression que c'était une viande. La façon de la cuisiner comme ça, avec le jus et tout, c'était extraordinaire. Jorik qui va ficeler d'ailleurs sa viande, enfin qui va ficeler son morceau comme une viande et tout. Enfin, vraiment le trompe-l'œil est formidable, le trompe-palais est formidable parce que c'est même pas un trompe-l'œil, ce qu'ils vont déguster avec un bandeau. Donc c'est même pas un trompe-l'œil qu'on cherche, c'est un trompe-palais. Donc c'est vraiment assez dingue. Des haricots ensuite qui vont être cuisinés comme un steak au barbecue, des galettes de riz de bacon et tout. Enfin, c'était galettes de riz qui remplacent le bacon. Enfin, c'était incroyable. Des candidats, je trouve, qui ont été malins dans leur choix. Ça donnait envie. Ça donnait envie. Et pourtant, moi, je suis un viandosaure. J'aime beaucoup la viande. Mais je trouvais que là, ces plats, justement, sans viande, je trouvais que c'était hyper intéressant. J'ai adoré. Il y a eu une proposition de faire un boudin blanc aussi. C'était, alors que boudin blanc, je me suis dit attention parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui en mangent. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas plus que ça. Et donc, je me suis dit, bah, si tu veux le faire goûter à quelqu'un à l'aveugle, est-ce qu'il va reconnaître le boudin blanc? Bah, peut-être pas. Parce que bah, si tu n'en as jamais mangé, ou très peu, je pense qu'on est beaucoup à n'en avoir jamais mangé, bah, je me suis dit, c'est un très mauvais choix. Mais vu que le but n'était pas de reconnaître la viande, mais de reconnaître si c'est de la viande ou pas de la viande, le choix a payé à la fin, donc il n'y a pas eu de problème là-dessus. Ils ont fait un lièvre à la royale, sans lièvre évidemment. Bref, c'était vraiment, par exemple, la petite donc Anissé, qui était la gagnante d'Objectif Top Chef, qui a fait du foie gras tourne d'eau, mais sans viande, évidemment. C'était excellent aussi, je trouve qu'elle a plutôt du potentiel, je la connais pas, je vais la découvrir au fur et à mesure. Et le plat donc, qui va remporter la victoire, c'est le boudin blanc, donc à ma grande surprise, puisque je connaissais pas. Et c'était un peu un contre-pied, puisque le candidat qui a fait le boudin blanc, c'est le candidat qui, dans son portrait, valorise le gras, la viande, le beurre, etc. Et que pour lui, bah, s'il faut mettre de la viande, on met de la viande, on chipote pas, on veut mettre de la crème, on met de la crème, on met du beurre, on met du beurre, etc. Bref, donc c'était un joli contre-pied de le voir gagner, et c'était plutôt cool. Ensuite, on va avoir Anne-Sophie Pic qui va proposer donc un thème pour les candidats restants, donc Jorik, Valentin, Pierre-Pascal qui est le candidat solitaire qui ne s'est pas qualifié la semaine dernière. Cuisiner avec le thème du fromage, donc il pouvait aller dans le garde-manger, choisir un fromage et ensuite il fallait le décliner, etc. Moi personnellement c'est un thème qui m'intéresse pas mal. C'est Jorik qui va se qualifier et je trouve que Jorik a pour le moment un potentiel assez intéressant, il va se qualifier en premier. Et c'est Pierre-Pascal qui va être éliminé, donc le candidat solitaire. Bon, dommage pour lui. Et on va arriver à la brigade cachée. Alors, la brigade cachée, déjà ça arrive super tard. Il est plus de 23h20 quand ça arrive et ça a terminé à minuit 20. Franchement, j'ai été épuisé, je vais pas vous mentir, j'avais vraiment du mal. Alors Pierre Gagnard, déjà il faut qu'on en parle. Pierre Gagnard, on va intégrer le programme, il arrive, il lance le sujet, etc. J'adore Pierre Gagnard. Moi j'adore, je trouve qu'il a une attitude avec les candidats, c'est très... je sais pas, il se passe un truc, tu sens vraiment qu'il est il est investi, il est intéressé, voilà. Et j'avais qu'une peur, c'est qu'en fait le fait de le diluer comme ça dans plein d'émissions, on va voir ce que ça va faire, mais sur une totalité comme ça, on va le voir beaucoup, ça risque peut-être de rendre ce côté un peu moins unique et iconique, etc. Et c'est peut-être dommage. Parce que c'est vrai que quand tu sacralises quelque chose, forcément, bah, ça a plus de saveur que quand tu le rends quelque chose d'assez ordinaire. Je veux dire, quand Philippe Etchebest, il faisait une émission par an de Top Chef, bah forcément, c'était là le gros truc, quoi. Alors que maintenant, bah, tu le vois tout le temps et tu te dis pas, oh là là, c'est incroyable qu'il y ait Philippe Etchebest. Tu vois, tu as perdu ce côté extraordinaire. Je me suis dit, c'est peut-être un choix un peu maladroit, mais bon, on ne peut pas s'en priver quand même. On a la chance d'avoir quand même un cuisinier comme ça, qui est over the top et qui est vraiment excellent. Alors, donc d'ailleurs, Pierre Gagnard va commencer le programme en citant Denis Brognard. À la fin, il n'en restera qu'un. Alors, pas prononcé comme ça, mais en tout cas, c'était beau. Mais c'était prononcé exactement la phrase comme ça. Voilà. Les 3 premiers éliminés donc, du programme reviennent. Il y en a 2 qui vont se qualifier et un seul qui sera éliminé. Le thème, c'était la raviole. Donc, celle qui va se planter, c'est Inès, qui va être éliminée parce qu'en fait tout simplement elle rate sa pâte à la raviole. En plus elle la rate 2 fois. Au début donc elle se plante, sa pâte ne prend pas, etc. Puis elle se dit je vais refaire un truc, mais le truc marche pas non plus. Bref c'est vraiment mais l'enfer, la galère, elle n'y arrive pas.
Donc voilà, hein, ça ne fonctionne pas et je pense que c'est une candidate qui malheureusement en tout cas n'avait pas vraiment le niveau peut-être pour faire Top Chef, j'en sais rien, même s'ils sont tous bons comme je le dis souvent, mais là je pense que voilà c'était un peu trop dur, surtout que la raviole c'est quand même une technique, etc. Donc c'est pas forcément évident. Il y a eu un petit bêtisier d'ailleurs dans ce programme-là, etc. Alors il y a François-Régis Gaudry qui vient pour la dégustation avec Pierre Gagnère, et comme ça ils identifient et ils font gagner une ou deux personnes. Je vais dire ce que j'en pense, je vais essayer de rester le plus simple possible, le plus clair possible. Je pense que c'est une excellente décision d'avoir mis Pierre Gagnère parce que ça fera un gros truc assez sympa, je pense, si quand on aura le candidat de sa brigade qui sortira à la fin, au bout du bout. Je pense que ça serait cool. Mais je trouve que le fait de le mettre dans un aspect très compète comme ça, je trouve que c'est pas l'exercice où moi je préfère Pierre Gagnère. Parce que moi, Pierre Gagnère, ce que j'aime bien, c'est justement quand il est très humain avec les candidats, quand il va les voir, quand il... Limite, t'as l'impression qu'il en a rien à foutre, je le dis souvent, mais qu'il en a rien à foutre de qui va gagner. C'est-à-dire qu'il est là pour passer un bon moment avec eux, et peu importe. Et là, ça l'a ramené à un côté concours. Donc j'avais peur de ça. Et en fait, le fait qu'ils aient mis François-Régis Gaudry, donc pour la dégustation, ça permet quand même de pas casser ça. C'est-à-dire que Pierre Gagnère, il est quand même là pour qu'ils donnent leur max. Et l'autre, lui, qui vient que pour goûter, et ben au moins ça permet, tu vois, de faire en sorte qu'il peut garder cette attitude-là. Là, pour le premier, c'était, je trouve, ça va. Personnellement, voilà. Je dirais que j'aurais aimé le voir un peu plus avec les candidats, peut-être échanger un peu plus avec eux, etc. Parce que je trouve que c'est là-dessus qu'il y a vraiment la valeur ajoutée d'un Pierre Gagnère, en tout cas de mon point de vue. Mais je pense qu'on va voir au fur et à mesure comment ça va se dérouler. En tout cas, je suis plutôt content quand même sur le papier. Mais j'ai hâte de voir parce que comme je vous l'ai dit, le risque, vu d'avoir dilué, de se dire que c'est pas forcément extraordinaire, je trouvais ça dommage parce que c'est quand même souvent quand il venait Pierre Gagnère, on se disait waouh, c'est Pierre Gagnère. Bon, c'est comme ça. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces deux premiers épisodes. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas insisté sur les candidats, ça ne sert à rien, ils sont hyper nombreux. Ils sont hyper nombreux et en plus on s'intéresse, enfin on passe sur eux. Et après on passe au plat suivant et après on passe au plat suivant. Donc il faudra attendre un peu pour que mes vidéos puissent vraiment se préciser sur un candidat. Donc je préfère parler plutôt des épreuves, des choix des épreuves qui ont été proposées aux candidats plutôt que les résultats. Quand on arrivera vers les reviews des demi, des quarts, des finales, etc., là où vraiment, normalement, si c'est bien construit, si c'est bien fait, on doit être hyper attaché aux candidats. Et ces candidats-là, on doit voir vraiment... ben voilà, ça doit prendre. Mais là, pour les premiers épisodes, je pense qu'il faut plutôt s'intéresser aux épreuves en elles-mêmes plutôt qu'au fond des candidats, je pense, parce que c'est encore trop tôt. En tout cas, de mon point de vue, je trouve que c'est trop tôt pour vraiment s'intéresser à eux. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces deux premiers épisodes, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau concept. Je sais que voilà, les gens sont plutôt contents d'après ce que j'ai vu. Il n'y a pas eu de relevé de bouclier pour dire ouais, ils ont tout cassé, etc. Non, franchement, les gens sont plutôt contents. Donc dites-moi vous ça dans les commentaires, évidemment, pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas, voilà, j'en sais rien. Mais c'est vrai que moi, perso, je trouve que pour le moment, la mouture est plutôt pas mal. Le casting, c'est trop tôt pour le juger. C'est surtout, je pense que si jamais ils nous font des plats géniaux, par rapport aux propositions et tout, là, on va vraiment dire ouais, c'est super, c'est cool, etc. Mais si c'est pas le cas, c'est là qu'on va faire un peu le ouais, c'est pas si ouf que ça, etc. Donc voilà, j'espère que ce sera pas le cas, j'espère que ce sera excellent et qu'on aura une super saison de Top Chef, parce que moi j'avais pas aimé la dernière, je l'avais dit. Voilà. Il n'y aura pas une review par semaine, hein, vous sachez-le, pardon, il y aura une review toutes les 2 ou 3 semaines selon le cas, peut-être toutes les 4 semaines, selon s'il n'y a pas eu forcément d'épreuves marquantes, puisque là je vais vraiment m'intéresser aux épreuves, je pense que c'est la meilleure façon pour faire la review. Donc n'hésitez pas, dites-moi si elle vous a plu, évidemment, dans ce format-là, j'espère en tout cas que c'est le cas, voilà, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous pouvez la liker, vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre, ici juste en dessous, pour devenir un membre soutien. Et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.